Depuis quelques années, les agences spatiales d'Europe et des États-Unis commencent à échafauder des projets pour envoyer les premiers hommes sur Mars. Mais des missions habitées sur la planète rouge ont déjà été envisagées auparavant. Pour certains, Mars est la clé de l'avenir de l'humanité dans l'espace. Mais pour d'autres, cette planète est trop éloignée, trop dangereuse, et son exploration aurait un coût exorbitant. Depuis le dernier alunissage des astronautes d'Apollo 17 en 1972, le programme des vols habités américains semble au point mort, incapable de dépasser ne serait-ce que l'orbite terrestre basse. Avec la disparition tragique de l'équipage de la navette spatiale Columbia en février 2003, le débat a été engagé. Nous avons un problème. Cela fait 30 ans que la NASA tourne littéralement en rond avec son programme spatial. Le docteur Robert Zubrin, ingénieur astronautique, défend depuis des années l'idée que le programme spatial a besoin de se lancer dans une mission habitée sur Mars. Il est temps que nous fixions à la NASA des objectifs à la hauteur des risques des vols habités. Mars est la prochaine étape logique pour notre programme spatial. C'est un défi qui nous nargue depuis 30 ans. C'est la planète qui ressemble le plus à la Terre, avec toutes les ressources nécessaires pour permettre la vie et donc, à terme, une civilisation technologique. C'est la planète qui pourra nous dire si la vie est répandue dans l'univers ou si elle est cantonnée à la Terre. C'est elle qui sera notre test ultime pour savoir si l'humanité peut s'affranchir de sa planète de naissance et devenir une espèce voyageant dans l'espace. Au début des années 1990, Zubrin dirigeait le programme Mars Direct. Son équipe a imaginé une mission martienne ne coûtant qu'une fraction des dépenses envisagées par la NASA. En n'utilisant que des technologies existantes, Zubrin estime que les premiers pas sur le sol martien pourraient avoir lieu avant 2015. Il n'y a rien dans ce projet qui ne soit pas faisable technologiquement. Actuellement, nous ne sommes pas prêts à envoyer des hommes sur Mars. Certains affirment que nous pouvons aller sur Mars dès demain. L'une de mes exigences, qui est aussi celle de la NASA, c'est que si nous envoyons des hommes sur Mars, nous devons pouvoir les ramener vivants. Depuis 15 ans, Zubrin et ses collègues font campagne pour convaincre la société et les hommes politiques que la NASA devrait dès aujourd'hui se fixer pour objectif d'envoyer des êtres humains sur Mars. Voici l'histoire de cette planète froide qui est notre voisine et du débat pour déterminer si le destin des hommes est lié à cet astre rouge. C'est aussi l'odyssée d'un ingénieur et une bataille d'idées sur le cap que nous devons mettre dans l'espace pour le bien de l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Nous devons soit trouver le courage nécessaire pour y aller, soit risquer la stagnation. Le vainqueur de ce débat pourrait influencer le sort de l'humanité. Notre espèce pourra-t-elle coloniser l'espace? Vivrons-nous sur d'autres planètes? J'avais 5 ans quand le Spoutnik a été satellisé. Pour les adultes, c'était un événement terrifiant, mais pour l'enfant passionné de science-fiction que j'étais, c'était une vraie jubilation. Ça signifiait qu'on pouvait réellement envisager un avenir avec des voyages dans l'espace. Et j'avais 9 ans quand Kennedy s'est engagé à nous faire marcher sur la Lune. J'ai grandi dans les années 1960, à l'époque des missions Mercury, Gemini et Apollo. Chaque mois, la NASA annonçait quelque chose de plus impressionnant que le mois précédent. Nous devions aller sur la Lune avant 1970, sur Mars avant 80, sur Saturne avant 90 et sur Alpha du Centaure avant 2000. Nous allions explorer l'espace et je voulais en être. J'ai donc fait des études scientifiques. Mais au début des années 70, tout s'est effondré. Nous avions réussi la première partie du programme, la Lune, avant 1970.
Mais l'administration Nixon a stoppé tout le reste et nous ne sommes pas allés plus loin dans l'espace. Pendant un temps, je me suis fait une raison, bon gré, mal gré. Je suis devenu professeur de sciences. Mais au début des années 80, tout d'un coup, je me suis dit, je refuse de revoir à la baisse les rêves que j'avais dans mon enfance. Robert Zubrin retourne donc à l'université pour passer des diplômes en ingénierie et en aérospatiale. Ensuite, il est embauché pour concevoir des missions interplanétaires. C'est là que naît son obsession pour la planète rouge. Aujourd'hui président de la Mars Society, Robert Zubrin est aux premières loges pour observer le débat sur les vols spatiaux habités. Il dirige également sa propre société. Ce scientifique est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la conquête spatiale et le plus fervent avocat d'une éventuelle colonisation de Mars. Mars, c'est l'avenir. C'est la planète la plus proche de la Terre ayant toutes les ressources nécessaires pour permettre la vie et donc à terme une civilisation technologique. Elle a de l'eau, du carbone, de l'azote, des journées d'environ 24 heures, une histoire géologique complexe qui a créé des minerais et des sources d'énergie géothermique. Mars est une planète où nous pouvons vivre. L'une des raisons de cet optimisme devant une planète glacée est la preuve qu'il y a 2 milliards d'années, Mars était un environnement plus chaud et plus humide. Nous pensons que dans un passé lointain, Mars était une planète comparable à la Terre à ses débuts. Cette ère martienne plus clémente a duré plus d'1 milliard d'années et pourrait avoir été un milieu favorable à l'apparition de la vie. Si nous allons sur Mars et trouvons les traces d'une deuxième genèse, je pense que nous pourrons conclure que l'univers déborde de vie et que sur certaines planètes, la vie évolue pour donner des formes plus complexes qu'ailleurs. Nous aurions alors toutes les raisons de penser que l'intelligence pourrait émerger sur d'autres planètes que la nôtre. C'est la réponse à la question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» Et pour moi, cette question transcende la science. Elle est philosophique, pas seulement scientifique. C'est pour cela que Mars est intéressant et que l'exploration humaine a un sens. Certains disent que nous avons déjà assez de problèmes à régler sur Terre et que nous devons reporter les projets comme l'exploration humaine de Mars tant que ces problèmes subsistent. Mais nous devons aussi penser à l'avenir. Il s'agit d'ouvrir de nouveaux chapitres dans l'histoire humaine. Selon moi, il est essentiel pour l'avenir de l'humanité que nous colonisions l'espace. Le plus grand bénéfice des missions Apollo a été la création d'un immense capital intellectuel. Cela a poussé des millions de gens à s'intéresser à la science et à l'ingénierie, à participer à la grande aventure de l'expansion humaine dans l'espace. Le programme Apollo a donné naissance à une phrase qu'on entend partout. Si on peut aller sur la Lune, on peut... etc. Là, on rajoute ce qu'on veut, construire des transports de masse, guérir le cancer... Ça nous a donné l'impression que nous pouvions accomplir de grandes choses et nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Cela a donné naissance à toute une génération d'ingénieurs et de scientifiques, celle qui a inventé les ordinateurs, les téléphones mobiles et toute la technologie d'aujourd'hui. Si nous nous fixons pour objectif d'envoyer des hommes sur Mars, cela attirera des millions de nouveaux scientifiques qui créeront de nouvelles inventions et de nouvelles industries. Le bénéfice serait immense. Et pour cela, il faut nous lancer des défis capables de galvaniser la jeunesse. Pour Robert Zubrin, les civilisations comme les gens prospèrent en se lançant des défis et s'étiolent en leur absence. Tout ce que nous avons aujourd'hui, nous le devons à nos prédécesseurs qui ont eu le courage de quitter le monde du connu pour s'aventurer dans l'inconnu et bâtir de nouvelles villes. Si nous ne les imitons pas,
nous lèguerons bien moins à la postérité que ce que nos ancêtres nous ont transmis. Dans la vie, le choix est simple. Soit on se développe, soit on décline. Grandir ou mourir. Selon moi, nous devons grandir. History proves that we have never lost by pressing the limits of our frontier. À l'été 1989, le président George Bush Sr. lance le SEI, le Space Explorator Initiative. Sous l'égide de la NASA, il s'agit d'échafauder des projets à long terme pour retourner sur la Lune et de développer un plan d'exploration humaine de Mars. Robert Zubrin et ses collègues sont impatients de voir enfin les programmes spatiaux de la NASA s'aventurer plus loin, après 2 décennies en orbite terrestre basse. Bien sûr, nous étions très enthousiastes quand le président Bush a déclaré qu'il engageait le pays sur cette voie. La NASA réunit de nombreux scientifiques pour travailler sur le SEI. En 90 jours, l'équipe aboutit à un projet de 30 ans qui repose sur une accumulation impressionnante d'infrastructures spatiales. La bureaucratie de la NASA a mis au point la mission la plus complexe possible pour être sûr que tous les secteurs technologiques joueraient un rôle essentiel dans le projet. C'est exactement l'opposé de ce qu'on doit faire en ingénierie. Tout d'abord, la NASA compte tripler la taille de la station spatiale prévue et y ajouter des accessoires volumineux, ainsi que des dépôts de carburant autonomes, des sas d'arrimage et des postes d'équipage. Dans l'espace, on prévoit de bâtir des vaisseaux pouvant rallier la Lune. Ensuite, sur place, on établirait de nouveaux sites de construction, des bases et des dépôts. Ensuite, l'équipage lunaire réaliserait son vaisseau martien. Ce vaisseau transporterait tout sur Mars au cours d'un vol de 18 mois. Une fois en orbite martienne, un petit groupe descendrait en surface pour y passer quelques jours, le temps de planter un drapeau et de repartir. Ce projet est alors appelé 90 Days Report. Pour nous qui planchions sur des missions martiennes, la complexité du 90 Days Report était consternante. Pour tous ceux qui s'y connaissaient, il était évident que ce programme allait échouer politiquement. Le projet est soumis au Congrès américain. Son coût est estimé à 375 milliards d'euros. Les législateurs sont abasourdis. Ce serait le programme le plus coûteux lancé aux États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Fin 1990, le Congrès refuse de débloquer les fonds nécessaires. En réalisant que le projet est condamné, Zubrin rédige un mémo à l'attention de ses collègues expliquant ce qu'il reproche au projet de la NASA et appelant à une approche plus directe. Il propose de lancer une mission martienne depuis la planète Terre en n'utilisant que la technologie aérospatiale existante. Cela élimine la nécessité d'une base lunaire et évite les difficultés et le coût de la construction de vaisseaux dans l'espace. Il se déclare également opposé à un court séjour sur la surface de la planète rouge, à savoir une mission qui se résumerait à laisser un drapeau et quelques empreintes de pas sur le sol. Pour Robert Zubrin, nous devons aller sur Mars pour explorer et développer un nouveau monde. Afin d'optimiser le séjour sur place, il propose d'opter pour un plan de vol plus rapide, qui profiterait d'une situation de conjonction planétaire. Cela signifie qu'un équipage pourrait arriver sur Mars après seulement 6 mois de voyage. Il pourrait rester sur place pendant 1 an et demi, ce qui lui donnerait le temps d'explorer une vaste zone et de procéder à des recherches détaillées sur la planète. Ensuite, profitant d'une fenêtre de décollage pour revenir sur Terre, l'équipage quitterait Mars pour un vol de retour de 6 mois. Encouragé par plusieurs scientifiques qui partagent son point de vue, Robert Zubrin décide de concevoir des contre-propositions de missions martiennes. Nous avons monté une équipe. On l'a baptisée l'équipe de développement scénaristique, avec 12 autres scientifiques. David Baker fait partie de l'équipe. Il est sur la même ligne que Robert Zubrin. Je suis allé dans mon bureau et je me suis dit, alors comment j'imaginerais une mission martienne si je devais la financer et la réaliser moi-même? Ma réponse a été, elle doit être simple, sans aucun assemblage en orbite. J'ai voulu enlever tout ce qui n'était pas absolument nécessaire à cette mission. Tandis que le reste de l'équipe se concentre sur des missions à long terme plus traditionnelles, qui exigent un assemblage en orbite,
Zubrin et Baker décident de collaborer sur un projet à plus court terme. Nous voulions aller sur Mars comme les explorateurs d'autrefois, en utilisant les ressources locales, en voyageant léger et en vivant de ce qu'on trouve sur place. Zubrin et Baker sont persuadés qu'une mission martienne pourrait être lancée directement depuis le sol terrestre. Pour leurs collègues, c'est infaisable, car le poids du combustible nécessaire pour un aller-retour sur Mars est si gigantesque que le lanceur serait beaucoup trop lourd. Pour résoudre le problème, Robert Zubrin étudie un concept radical qui circule dans l'industrie aérospatiale depuis le milieu des années 1970. L'idée est de produire un mélange oxygène-méthane directement à partir de l'atmosphère martienne. C'est une procédure d'ingénierie chimique relativement simple et fiable, utilisée couramment au XIXe siècle, à l'ère des lampes à pétrole. Si ça marche, les astronautes pourraient poser un vaisseau relativement léger avec des réservoirs vides. Ils n'auraient pas besoin de transporter à l'aller le combustible nécessaire pour le retour. Le seul problème est que le cocktail oxygène-méthane a besoin d'hydrogène. Ce composant est bien présent sur Mars sous la forme d'H2O, mais l'eau pourrait être difficile, voire impossible à extraire dans l'environnement martien. L'hydrogène ne représente que 5% du poids total du combustible oxygène-méthane qu'il faudrait produire. Donc, il suffit de ne pas être trop exigeant. On peut obtenir 95% du combustible sur Mars et le reste, les 5% d'hydrogène, on l'apportera de la Terre. Une autre ressource fondamentale pouvant être extraite de l'environnement martien est l'oxygène. Une deuxième unité de traitement pourrait séparer les molécules d'oxygène du dioxyde de carbone de l'atmosphère raréfiée de Mars, fournissant l'équipage en air respirable. Si on les utilise intelligemment, les ressources qui rendent Mars intéressant pourraient également rendre la planète accessible. Baker et Zubrin ont considérablement réduit le poids de la mission. Mais leur vaisseau est toujours trop lourd et il nécessite 2 lancements séparés, puis un assemblage dans l'espace. Robert Zubrin a soudain une idée. L'une des grandes avancées dans le projet s'est produite le jour où Robert a débarqué dans mon bureau en criant « J'ai trouvé ». Cette idée m'est venue en 1989. Il fallait séparer la mission en 2 volets et envoyer le véhicule du retour en premier, avec sa propre unité de production de combustible pour le retour. Le combustible serait donc sur Mars avant même que les astronautes n'aient quitté la Terre. Avec 2 lancements distincts vers Mars, l'équipage humain aurait un vaisseau chargé en combustible qui l'attendrait sur Mars avant son départ. Zubrin et Baker ont donc mis au point un projet qui semble atteindre leurs objectifs. Il est relativement peu coûteux. Son délai de développement est court. Ils mettent en œuvre une technologie existante et permettent un séjour de longue durée sur Mars. Ils baptisent leur idée Mars Direct. À bord d'un lanceur Ares, la mission Mars Direct commence avec le départ du véhicule de retour sur Terre, ou ERV. Ce dernier n'emporte aucun passager, mais doit ouvrir la voie aux astronautes qui, des années plus tard, l'utiliseront à la fin de leur mission. Au lendemain de son arrivée sur Mars, l'ERV déploie un petit générateur électronucléaire. Il alimente une centrale chimique de production de combustible à l'intérieur de l'ERV. Elle fournira l'oxygène-méthane pour le trajet du retour. L'odyssée pour emmener l'être humain sur Mars a commencé. 3, 2, 1, engine start.
Trié sur le volet, un équipage de 4 astronautes entame sa mission de 2 ans et demi jusqu'à la planète rouge. Ce sera la première fois que l'homme se rendra au-delà de la Lune et ira 400 millions de kilomètres plus loin qu'aucun terrien n'est jamais allé. Pour pallier les problèmes de santé dus à la pesanteur et acclimater les astronautes à leur séjour sur Mars, le vaisseau déploiera un filin lesté qui sera relié au dernier étage du propulseur d'appoint utilisé pour le décollage. En faisant entrer le vaisseau en rotation, le contrepoids du lanceur créera une force centrifuge et par conséquent une gravité artificielle. L'équipage pourra donc vivre en marchant normalement sur le sol pendant son voyage de 6 mois et évitera ainsi des effets secondaires invalidants. Au 6e mois de vol, les astronautes découvriront un monde inconnu. Les nouveaux territoires à conquérir. Contact light. Okay, engine stop. We're seeing it on the LTP. Pendant plus de 500 jours, les astronautes vivront sur Mars et s'embarqueront dans l'une des explorations les plus extraordinaires de l'histoire de la science. Trouveront-ils de la vie? Ou les vestiges fossilisés d'une vie passée? Une telle découverte pourrait nous dire si notre système solaire a été le théâtre de plus d'une genèse. Et répondre à la question suprême: sommes-nous seuls dans l'univers? Quoi qu'ils découvrent, ces explorateurs sauront dans quelle mesure une colonisation de Mars est envisageable, et si oui ou non, l'humanité a un avenir parmi les étoiles. Puis, quand le moment sera idéal et qu'une fenêtre se présentera pour le retour sur Terre, l'équipage montera dans son ERV et rentrera à la maison. Les astronautes reviendront en héros sur le sol terrestre. Ce seront les premiers à avoir repoussé les limites de l'expansion humaine d'une planète à une autre. Leurs noms viendront s'ajouter à la liste des grands explorateurs de nouveaux mondes. D'autres suivront leurs traces. Ce qui aura commencé avec quelques éclaireurs pourra donner à terme un afflux de terriens sur un territoire autrefois désert pour le transformer en environnement vivable. Quand Baker et Zubrin présentent Mars Direct à leurs supérieurs, ils craignent le pire. Mais à leur grande surprise, l'accueil est enthousiaste. Les responsables apprécient que la technologie soit relativement simple et disponible à court terme. Au final, le projet Mars Direct a été adopté. Bob et moi, nous sommes allés dans plusieurs centres de la NASA pour le présenter et tenter de rallier des partisans. Baker et Zubrin rencontrent notamment l'un des groupes de recherche les plus conservateurs de la NASA, le Centre de vol spatial Marshall, à Huntsville, en Alabama,
C'est l'un des centres responsables de la conception des alunissages d'Apollo. Mais depuis peu, de nombreux ingénieurs sont démoralisés par l'échec du programme martien de la NASA. Quand le duo de choc Baker et Zubrin présente son concept original, les scientifiques sont emballés. C'est un projet raisonnable qui semble faisable. Dans les semaines qui suivent, Zubrin et Baker sillonnent tout le pays pour visiter les différents départements de la NASA. Partout, la réaction est la même. Tous les aspects du projet sont décortiqués et Mars Direct a de plus en plus de fans à la NASA. Leur tournée culmine avec une présentation publique pour la National Space Society. Au terme de leur exposé, les deux ingénieurs sont chaleureusement applaudis. Une semaine plus tard, toute la presse américaine se fait l'écho de Mars Direct. Mais la contre-attaque commence à prendre forme au sein de la NASA. Les équipes chargées des stations spatiales et les défenseurs de la propulsion avancée sont opposés au projet. Comme Mars Direct n'a pas besoin de leurs connaissances, ils se sentent menacés. Aussi vite que les portes s'étaient ouvertes pour Zubrin et Baker, elles commencent à se refermer. À l'époque, la NASA ne voulait pas se lancer dans une mission sur Mars. Elle refusait de se laisser influencer par une bande de fanatiques de Mars désireux de lui imposer leur manière de voir qui ne cadrait pas avec ce qu'elle pensait devoir faire. L'administration de la NASA rejette donc Mars Direct. Les deux ingénieurs sont de nouveau sur la touche. Robert Zubrin ne baisse pas les bras. Bob s'était emparé du projet et je voyais bien qu'il se l'était approprié. Quoi que je fasse, rien ne pouvait le faire changer d'avis. Il était prêt à le défendre bec et ongle et mon rôle se réduisait comme une peau de chagrin. C'est un peu comme être une planète sombre à côté d'un astre très lumineux. Il avait un tel enthousiasme que je ne pouvais pas être à la hauteur. Tout ce qu'il me restait à faire, c'était essayer de gérer la situation. En février 1991, Baker fonde sa propre société. Robert Zubrin poursuit son combat. Pendant les 18 mois suivants, il tente de provoquer un revirement de la NASA en multipliant les conférences et les articles. Mais le lancement de Mars Direct semble avoir manqué sa fenêtre de tir. Mais une nouvelle équipe arrive à la tête de la NASA. Et elle est d'accord pour réétudier le projet si Robert Zubrin prouve qu'on peut vraiment produire du combustible sur Mars. Zubrin et son équipe construisent alors une machine. Elle peut collecter du dioxyde de carbone, le gaz prédominant dans l'atmosphère martienne, et le combiner avec un peu d'hydrogène pour produire le mélange oxygène-méthane. On a fait ça en 3 mois, avec une équipe réduite. On a construit une centrale efficace à 94%. Et aucun de ceux qui ont participé à ce projet n'était un authentique ingénieur chimiste. Nous étions tous des ingénieurs aérospatiaux qui s'étaient mis à la chimie pour prouver à la NASA qu'une technologie du 19e siècle était viable. Le nouveau directeur de la NASA, Dan Goldin, soutient Mars Direct et demande à Robert Zubrin d'expliquer le déroulement de la mission aux ingénieurs du centre spatial Johnson. Dave Weaver est le principal architecte des missions spatiales. Plusieurs points de la mission de Zubrin nous posaient problème. Tout d'abord, nous trouvions ses estimations de masse trop optimistes. Il n'avait pas prévu de marge suffisante pour certaines choses, notamment les provisions pour l'équipage et la quantité d'eau nécessaire. Nous pensions aussi que son véhicule d'ascension était trop gros, ce qui impliquait des besoins en énergie et en combustible supérieurs à ce qui était nécessaire. Weaver et Zubrin réfléchissent alors ensemble à un compromis. Tout d'abord, Weaver veut 3 lancements et non 2 pour chaque volet de la mission. La première année, 3 véhicules partiraient. Un véhicule d'ascension martienne ou MAV, un module d'habitation ou HAB avec du matériel et un véhicule de retour sur Terre, un ERV. Le HAB et le MAV se poseraient sur Mars et commenceraient à produire du combustible pour le voyage du retour et de l'air pour l'équipage. Ces vaisseaux passeraient 2 ans sur la planète rouge, laissant le temps à la NASA de tester tout leur système avant d'envoyer des humains les rejoindre. Ensuite, la 3e année, 3 autres vaisseaux partiraient. Cette fois-ci, le HAB serait occupé par des astronautes. Les 2 autres serviraient à une mission future, à moins que l'équipage n'en ait besoin en cas de problème. Une fois sur Mars, l'équipe pourrait également utiliser le premier HAB. Ensuite, après 18 mois sur place,
Elle monterait dans sa petite capsule et s'envolerait pour retrouver le vaisseau du retour. Ce dernier les ramènerait alors à la maison. Robert Zubrin baptise ce projet Mars Semi-Direct. Pour la NASA, c'est la Design Reference Mission. L'idée est soumise à la même analyse de coûts qui avait conclu à une facture de 375 milliards d'euros pour le 90 Days Report. Pour cette mission, le verdict est bien moins sévère, seulement 45 milliards d'euros. Étalée sur 10 ans, elle peut même être financée par le budget de fonctionnement normal de la NASA. Le projet fait la une de grands magazines. Voilà une architecture de mission plus abordable, pouvant être réalisée immédiatement avec la technologie existante. Pourtant, depuis, les astronautes de la NASA n'ont toujours pas quitté l'orbite terrestre basse. Dans le sillage de la tragédie de la navette Columbia, le débat fait rage sur l'avenir de l'exploration spatiale. La NASA doit-elle continuer à se focaliser sur l'orbite terrestre basse et développer de nouvelles technologies? Ou se donner un objectif plus lointain, comme dans les années 1960 avec Apollo? Si nous sommes allés sur la Lune, c'est que le président nous en a donné l'ordre. Il a exigé que la NASA y parvienne avant la fin de la décennie. L'agence a donc été contrainte d'élaborer un projet de mission et de le mener à bien. Depuis, sans la motivation d'un tel impératif, nous travaillons sur une suite de projets sans cohérence, dictés par des facteurs conjoncturels que nous justifions après coup, en affirmant qu'un jour, peut-être, ils nous serviront à quelque chose quand on aura le projet d'aller quelque part. Le programme spatial américain stagne depuis 30 ans. Une fois par génération, on a la chance de le remettre en marche en lui fixant un but précis. Donc aujourd'hui, on joue très gros. Si j'ai le trac en ce moment, la réponse est oui. Dr Zubrin? Pourquoi la NASA est-elle bloquée en orbite terrestre basse? Ce qui explique son manque de résultats, ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque d'ambition et d'objectifs précis. Il ne faut pas prévoir l'homme sur Mars pour dans 50 ans, mais pour dans 10 ans. Nous en sommes capables. Nous n'avons pas besoin d'immenses vaisseaux spatiaux nucléaires pour envoyer des gens sur Mars. Ça, c'est du blabla politicien. La question essentielle que les Américains me posent est pourquoi n'y allons-nous pas? Les gens sont déçus, ils se sentent presque trahis. Le but d'un vaisseau spatial, c'est de voyager dans l'espace vers de nouveaux mondes, pas de tourner autour de la Terre pour faire des recherches sur la santé. Dr Zubrin, dans votre témoignage, vous avez parlé avec fougue mais aussi avec colère. Vous êtes furieux que nous ne soyons pas allés sur Mars et que votre génération en ait été privée? On peut dire ça. C'est comme si en revenant du Nouveau Monde, Christophe Colomb s'était entendu dire par Ferdinand « Oublions ça et brûlons les navires ». Voilà ce qui s'est passé dans ce pays. Nous sommes parvenus à les convaincre qu'il fallait se fixer une destination. Maintenant, il faut leur faire comprendre que cette destination doit être Mars, et sans attendre. Comme pour les missions Apollo sur la Lune, envoyer des humains sur Mars implique de mettre des vies en danger. Les risques sont légion dans l'espace, et beaucoup de choses pourraient mal tourner. Une grave panne d'équipement pourrait condamner l'équipage. Pour certains, les risques d'échec sont trop élevés. Au Moyen Âge, les Européens envisageaient d'explorer le monde au-delà de l'Europe. C'était l'inconnu, et les cartographes peuplaient leurs cartes de dragons et de monstres. C'est pareil aujourd'hui. Certains ont peur d'aller dans l'espace, et nous avons parsemé nos cartes du système solaire de dragons. Mais nous pouvons combattre ces dragons. Dans l'espace, les astronautes seront confrontés à deux types de rayonnement, les éruptions solaires et les rayons cosmiques. Les éruptions solaires sont des bombardements de protons qui s'échappent du Soleil à intervalles réguliers. Et cela pourrait être dangereux pour un équipage humain non protégé. Nous ne sommes pas encore prêts à envoyer des hommes sur Mars.
Nous devons en savoir plus sur les rayonnements et les moyens de les atténuer. L'une des missions Apollo a bien failli, à une semaine près, subir un événement solaire majeur. Si cela s'était produit au moment même du passage des astronautes, ils auraient reçu en une seule fois la dose de rayonnement de toute une vie, et ce n'était qu'une seule éruption solaire. Voilà pourquoi cela nous préoccupe. Dans le projet Mars Direct, Robert Zubrin a prévu une pièce isolée au centre du vaisseau où l'équipage pourrait se réfugier en attendant que les rayonnements disparaissent. Elle serait entourée au niveau inférieur par tout le matériel de la mission. Par chance, les éruptions solaires sont prévisibles et depuis la Terre, les astronomes pourraient donner l'alerte. Pour résumer, le garde-manger nous sert d'abri. En cas d'éruption solaire, une alarme se déclenche et l'équipage s'y enferme. Il reste dans cet espace un peu exigu jusqu'à ce qu'il reçoive le signal que la voie est libre. Ça arrivera une fois, peut-être deux, au cours de la mission. Le deuxième danger concerne les rayons cosmiques. Cette pluie constante de particules chargées électriquement vient de l'espace interstellaire et ne peut être évitée sans une protection de plusieurs mètres d'épaisseur. Sur Terre, à des altitudes élevées, on peut être soumis à ce type de rayonnement. Les pilotes d'avion peuvent en recevoir presque autant en une vie qu'un astronaute pendant une mission martienne de 2 ans et demi. Quand la durée d'exposition est courte, les rayons cosmiques ne sont pas un problème. Mais sur de longues périodes, ils pourraient nuire à la santé. C'est un long voyage, 6 mois pour l'aller et autant pour le retour, avec sans doute plus d'une année sur Mars entre les deux, ça fait beaucoup de rayonnement. Selon les meilleures estimations, la dose que l'on recevrait pendant une mission de 2 ans et demi ne serait pas très conséquente. Peut-être 60 rem. Et 60 rem de rayonnement sur une période aussi longue n'aurait aucun effet notable. Mais on pense que cela augmenterait d'environ 1% le risque statistique d'avoir un cancer plus tard. Mais l'une des plus grandes craintes des spécialistes, c'est l'impact psychologique d'un tel voyage. Aucun être humain ne s'est jamais aventuré aussi loin de sa planète. Dans l'espace, le petit vaisseau sera constamment cerné par le danger et l'équipage n'aura aucune porte de sortie. La peur est présente. Je trouverais cela anormal que quelqu'un n'ait pas peur de monter dans une fusée et de partir dans l'espace jusqu'à Mars. C'est une réaction normale que tous les astronautes devraient avoir. D'ailleurs, j'aurais peur de voler avec quelqu'un qui n'a pas peur. Certains psychologues craignent même que l'équipage ne devienne fou à cause du confinement. La mission martienne est une aventure plus difficile que ce que la plupart d'entre nous connaissons dans notre vie quotidienne. Mais ce n'est pas plus pénible que ce que beaucoup ont enduré au cours de l'histoire. On pourrait comparer les astronautes à l'équipage d'un navire du 19e siècle ou des siècles précédents. Beaucoup de marins passaient 3 ans ou plus loin de chez eux dans des conditions difficiles avec une nourriture exécrable, sans soins médicaux et sous l'autorité de supérieurs violents. L'équipage de la mission martienne bénéficiera du soutien total des équipes au sol et de toute la planète, qui les applaudira et les accueillera en héros à leur retour. À tout point de vue, leur sort est bien plus enviable. Les astronautes devront être sélectionnés avec soin et soumis à des tests rigoureux pour s'assurer de leur capacité à supporter un isolement extrême. John Young, qui est allé sur la Lune, a raconté qu'il pouvait cacher la Terre derrière son pouce en levant le doigt. Selon lui, ceux qui iront sur Mars pourront redéfinir le concept de solitude. Il est donc capital que l'équipage soit composé de gens équilibrés et bien choisis pour qu'ils puissent s'épauler. Les candidats sélectionnés devront apprendre à vivre ensemble pendant 2 ans et demi. Si on lance un appel à candidature pour le premier voyage sur Mars, on aura des volontaires à l'appel. Les gens savent qu'après leur mort, il ne restera d'eux que ce qu'ils ont fait de bien. Participer à une aventure de ce type revêt une portée historique. C'est l'expansion du genre humain. Ça vous fait passer à la postérité.
La grande question est, y aura-t-il à terme une colonisation humaine sur Mars? La planète rouge sera-t-elle un nouveau site de peuplement de la civilisation terrienne? Chaque mission suivante défrichera une zone différente de la planète sur plusieurs années et on finira par localiser un site idéal pour implanter une base, sans doute avec une cheminée thermique pouvant fournir de l'eau et de l'électricité. À ce stade, plusieurs HAB seront largués avec des équipages prévoyant de rester 4, 8 ou même 12 ans sur place. Ces modules d'habitation seront reliés entre eux et une présence humaine permanente sera établie sur Mars. Cette communauté scientifique devra apprendre à être autosuffisante pour pouvoir survivre sur Mars. Mais contrairement à toutes les planètes du système solaire, à l'exception de la Terre, Mars réunit toutes les conditions nécessaires. Ces journées de 24 heures et 37 minutes sont essentielles à la culture des végétaux. La planète possède tous les éléments chimiques entrant dans la composition de matériaux de construction comme le plastique, les métaux ou le verre. Et elle a des océans d'eau gelée dans son sous-sol. Au final, avec beaucoup d'ingéniosité et d'innovation, les scientifiques pourront exploiter leur environnement pour survivre. Ils cultiveront le sol riche en fer mais pauvre en potassium. Ils produiront de l'oxygène et de l'énergie à partir de l'eau et de l'atmosphère. À terme, un nombre croissant d'hommes et de femmes arriveront. Ce seront des scientifiques, mais aussi des colons, des gens venus pour rester, poussés par des raisons diverses, politiques, religieuses ou économiques. Pour eux, Mars sera la chance de recommencer à zéro, de se bâtir une nouvelle vie. Mars ne sera pas une utopie, ce sera un laboratoire. C'est un territoire à conquérir où tout est possible, un endroit où on pourra tenter des choses. On fera beaucoup d'expériences importantes sur Mars. Le rêve ultime des Martiens sera de rendre Mars semblable à la Terre, d'en faire un environnement aussi hospitalier. C'est ce qu'on appelle la terraformation. Et ce rêve est sans doute plus accessible qu'on ne le croit. Quand il y aura d'importantes colonies humaines sur Mars avec une capacité industrielle significative, nous pourrons nous atteler à la transformation de l'environnement martien pour terraformer Mars, comme on dit. C'était autrefois une planète chaude et humide et tout cela pourrait revenir grâce à la technologie humaine. Avec des températures diurnes dans la zone tropicale avoisinant 0 degré et une atmosphère dont la densité équivaut à 1% de celle de la Terre, un humain exposé sans combinaison spatiale à ces éléments n'aurait aucune chance de survie. Pour accomplir la première phase de la terraformation de Mars et y faire naître la vie, les colons martiens devront réchauffer la planète. Nous savons comment réchauffer une planète. Nous le faisons avec la Terre en libérant des gaz dans l'atmosphère. Sur Terre, ce n'est pas une bonne chose parce qu'on n'a pas besoin d'augmenter la température. Mais en principe, si on peut emprisonner les rayons solaires qui touchent cette planète, tous les photons qui atteignent Mars, on pourrait réchauffer cet astre en une dizaine d'années. À l'évidence, nous serions incapables de récolter tous les photons, mais on peut en piéger environ 10% avec l'effet de serre. Cela suffirait pour réchauffer Mars en un siècle. À l'échelle humaine, c'est long, mais pas à l'échelle astronomique. Une idée consiste à construire des petites usines robotisées qui produiraient des gaz à effet de serre, mais sans la destruction de l'ozone comme effet secondaire. Si ces gaz sont nocifs à la planète Terre, pour les Martiens, ce serait une méthode efficace pour piéger la chaleur. Ainsi, en quelques décennies, nous pourrions augmenter la température martienne de plus de 10 degrés. Et à cause de cela, les immenses volumes de dioxyde de carbone qui sont actuellement absorbés par le sol martien commenceraient à être libérés. Le dioxyde de carbone est aussi un gaz à effet de serre naturel. Quand il s'accumule dans l'atmosphère, cela augmente la chaleur, ce qui à son tour provoque la libération d'encore plus de CO2. À terme, ce processus deviendra automatique et plus l'atmosphère se densifiera, plus Mars approchera d'un point d'équilibre et restera chaud naturellement. L'élévation de la pression atmosphérique permettra aux colons humains d'abandonner leur combinaison pressurisée et de se promener sur Mars en n'emportant qu'une réserve d'oxygène.
À mesure que la température s'élèvera, la glace prise dans le sol commencera à fondre et pour la deuxième fois de son histoire, Mars aura de l'eau liquide à sa surface. Les rivières martiennes asséchées recommenceront à couler. Des mers se formeront et des nuages de vapeur d'eau se créeront dans le ciel. Le retour de Mars à son état chaud et humide en fera un milieu fécond pour la vie. Les éventuels organismes indigènes de Mars, jusque-là en sommeil, commenceront à se développer et Mars se peuplera de Martiens. Si aucune vie autochtone n'émerge, ou si tout est mort, les humains pourront envisager l'idée d'apporter des formes de vie depuis la Terre. Au début, il s'agirait d'organismes simples, peut-être génétiquement modifiés, capables de prospérer dans l'environnement martien. Des plantes plus complexes pourraient ensuite être introduites. Elles s'acclimateraient sans problème à l'atmosphère de dioxyde de carbone. Et sans aucune compétition, avec toute une planète à recouvrir, elle transformerait Mars en un paysage verdoyant. Réchauffer Mars pour permettre la vie est rapide. Mais ensuite, il faudra rendre l'atmosphère respirable pour les humains et les animaux. Ce lent processus sera confié aux plantes. Si tout se passe naturellement, à moins que les colons ne trouvent une solution plus efficace, cela prendra des dizaines de millénaires. C'est un débat philosophique. Beaucoup estiment qu'il y a sur l'univers une sorte de panneau « ne pas toucher ». Il faut le laisser tel quel, il a été fait comme ça et les êtres humains n'ont pas à changer quoi que ce soit. Je respecte cette vision des choses, mais je ne suis pas de cet avis. Selon moi, l'univers porte plutôt un panneau qui dit « allez-y, propagez la vie ». Quand je regarde l'univers, je me dis que la vie est ce qu'il y a de plus extraordinaire. C'est incroyable. Et nous, les êtres humains, avons une occasion unique de la propager à partir d'une toute petite planète où tout semble avoir commencé. C'est notre cadeau. Le cadeau de la Terre à l'univers, c'est le cadeau de la vie. Le projet de terraformation de Mars repose sur des notions d'ingénierie du XXe siècle. Je ne crois pas que Mars sera terraformé de cette manière. Ce qu'on voit, c'est un cerveau du XXe siècle qui tente de résoudre un problème du XXIe siècle. Or, selon moi, Mars sera terraformé au XXIIIe siècle, pas au XXXIIIe, au XXIIIe. Et cela se fera grâce à des technologies qui nous sembleraient fantastiques aujourd'hui, mais ça arrivera. Il faut espérer, il faut croire en l'avenir. De plus en plus de gens se rallient à l'idée qu'un avenir positif de l'humanité passe par l'expansion humaine dans l'espace. Et nous finirons par briser les forces d'inertie qui freinent ce projet.